Les 10 mauvaises raisons pour lesquelles tu ne devrais pas te marier. Bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. On est toujours sur le thème du mariage. Aujourd'hui, on va aborder les raisons mauvaises pour lesquelles tu ne devrais pas rentrer dans l'engagement. Alors, like, commente et partage. Dans cette étape de 10 mauvaises raisons pour lesquelles tu ne devrais pas te marier, je vais vraiment d'abord moi faire un bilan, une rétrospective de tout ce que j'ai pu voir depuis mes 40 ans d'existence sur cette terre, que ce soit par rapport à ce que j'ai pu observer dans les couples, dans les mariages ou par rapport aux histoires que j'ai pu voir extérieures à mon histoire à moi. Alors la première, c'est que la première raison pour laquelle tu ne devrais pas te marier, en tout cas la raison qui est mauvaise, c'est peut-être par peur ou par crainte de blesser la personne que tu as fréquentée pendant un bon moment. Ça, tu as peur de blesser l'autre. Et donc, du coup, tu te dis, oui, ça fait 1 an qu'on se fréquente, 2 ans, 3 ans. Et il me demande, ou elle me demande, plus d'engagement. Elle me demande de vraiment montrer que je suis sérieux avec elle. Et donc, elle me demande de passer la bague au doigt. Et ce qui est normal venant d'un certain côté. Mais j'ai souvent remarqué que des fois, les hommes à l'église se sentent obligés de répondre à la demande d'un mariage d'une femme. Mais en réalité, la demande de mariage doit être un acte volontaire. Ça doit être un acte, tu as envie de te marier. C'est pas la personne que tu fréquentes qui t'a obligé ou qui t'a mis la corde au cou ou qui t'a mis un couteau. C'est toi qui dois désirer t'unir à elle, t'engager avec elle pour pouvoir commencer à fonder quelque chose en duo, quelque chose de plus profond que juste d'être seul. Et donc, c'est une des raisons par laquelle on ne devrait absolument pas s'engager dans le mariage. Ça arrive souvent, et même si on ne l'admet pas, qu'un homme et qu'une jeune femme sortent ensemble depuis trop longtemps, depuis un long moment. Et si toi t'abordes pas le sujet, forcément elle va aborder le sujet de son côté. Elle va parler du mariage, c'est normal. Toutes les filles, dès qu'elles sont enfants, elles pensent au mariage. Mais toi t'es pas sûr. Et déjà juste là, ne pas être sûr, c'est déjà un signe. Tu vois, des fois non, mais parfois oui. C'est un signe que tu n'es pas dans la conviction. C'est un signe que tu n'es pas dans l'assurance. C'est un signe que tu n'es pas totalement engagé dans ta relation. Et c'est là où peut-être il faut commencer à rentrer dans une discussion un peu plus profonde. Alors imaginons un homme qui n'est pas engagé dans sa relation, mais qui dit rien et qui continue à sortir avec une fille. Et tu réalises en tant qu'homme que finalement tu n'aimes pas la fille avec qui tu sors. Et tu sais très bien que le mariage ne va pas être la solution ou l'étape que tu vas enclencher après le fait d'être en fréquentation, peut-être même être fiancé. Vous savez, on peut même arrêter une relation en étant fiancé. Et donc du coup, tu sais que tu n'aimes pas la personne, tu sais que tu veux pas aller très loin avec cette personne. Et donc, peut-être que tu vas commencer à vouloir en parler à cette jeune fille ou toi à ce garçon. Et puis, tu as peur des conséquences. Tu as peur de la réaction. Tu as peur qu'il rompe. Tu as peur qu'il arrête votre histoire. Parce que finalement, il y a un attachement seulement d'un seul côté. Soit c'est la fille, soit c'est le garçon. Et c'était la fille ou le garçon qui finalement comprend qu'il n'a pas de sentiment ou en tout cas d'amour pour cette personne. Tu vas peut-être te dire, mais je peux pas la quitter, c'est trop tard, je me suis engagée. Ok, tu t'es engagée dans certaines étapes, mais tu t'es pas totalement engagée dans la relation. Et du coup, à partir du moment où il n'y a pas amour, il n'y a pas d'engagement. En tout cas, aux yeux de Dieu, dans le royaume, si tu n'aimes pas une personne, finalement, vous n'êtes même pas liés encore. Vous n'êtes même pas attachés. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Ok, on s'est engagé dans les fiançailles, mais je dois être honnête avec toi, je ne me vois pas me marier avec toi, ou je ne me vois pas continuer, ou je n'arrive pas à avoir de vision dans notre relation, dans l'avenir ensemble. Voilà. Et puis vice-versa, si c'est une fille, ne pas avoir peur de la réaction du garçon, et ne pas oser lui dire, tu ne corresponds pas finalement à ce que je désirais dans mon cœur, pour l'homme que je veux à mes côtés, pour l'homme avec qui je veux partager ma vie. Et il ne faut pas avoir peur, je pense, de dire les choses clairement, honnêtement. Avant de rencontrer mon mari, je vous ai dit, j'avais une relation bien avant d'arriver à l'église, et puis c'est lui qui m'a ramenée à l'église. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas être avec moi. Et donc, il a eu le courage quand même de me dire, toi et moi, faisons une pause.
Quand je dis le courage, en tout cas, il a eu l'honnêteté de me dire faisons une pause, même si c'était l'étape qui précède la rupture. Mais bon, je peux pas vraiment utiliser mon histoire parce que c'est vrai que moi, mon histoire, elle est assez spéciale et donc ce garçon n'a pas été à 100% honnête. Mais en tout cas, il a eu le courage quand même de dire tiens, faisons une pause, même s'il avait d'autres choses en tête. Et du coup, tu devrais avoir le courage toi aussi, si tu sais que tu n'as pas d'amour pour la fille ou pour le garçon, de dire faisons une pause parce qu'en réalité, je ne suis pas sûre de mes sentiments et j'aimerais pouvoir avoir un face-à-face avec Dieu ou un face-à-face avec moi-même pour connaître la nature de mes sentiments. Est-ce que je suis dans une phase où j'ai peur de te blesser et donc je n'ose pas te dire non, ou vraiment je suis dans l'amour? Voilà, il y a deux sortes de peurs. Il y a la peur de blesser et puis la peur de l'engagement. Et tu dois un petit peu faire une rétrospection avec toi-même et te dire quelle peur m'anime finalement? Quelle peur me dirige? Quelle peur veut me pousser à prendre la bonne ou la mauvaise décision? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux avoir la peur de l'engagement, mais tu prends quand même cette décision de t'engager. Et au fur et à mesure, cette peur, Dieu va l'enlever. Et tu peux avoir la peur de blesser l'autre et finalement, par pitié, tu vas t'engager dans une relation, dans un mariage, et puis ça va être une catastrophe. Alors, faut pas avoir peur des conséquences, même si tu veux rompre. Peut-être que tu es face à une personne qui est peut-être plus sensible ou plus fragile émotionnellement parlant et qui va te dire si tu me quittes, moi je vais en mourir. Si tu me quittes, ma vie elle est finie. Si tu me quittes, je m'en remettrai jamais. Et ça peut inquiéter, ça peut effrayer. Et c'est vrai qu'on est très souvent, surtout nous les filles, très émotionnelles, très dans les émotions. Et donc on va tout exagérer, extrapoler, puis on va être là en mode « Ah, c'est la fin du monde, il me quitte, etc. » Mais tu sais, c'est jamais vraiment la fin du monde. Bon, si tu ne trouves pas de moyen de rompre facilement et tu ne souhaites pas blesser l'autre personne, ne propose surtout pas de mariage quand même. Attends un petit peu. Attends qu'il y ait un moment plus propice pour enclencher une discussion et dire écoute, est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu ressens l'amour de ma part? Parce que effectivement, si tu ne ressens pas de l'amour de ma part, c'est peut-être parce que justement, je ne te donne pas l'amour que j'aimerais donner à celui avec qui j'aimerais faire ma vie, par exemple. Et je veux vraiment donner le meilleur dans mon mariage, donner le meilleur à mon partenaire ou à ma partenaire. Et en ayant cette discussion-là, peut-être que l'autre va se rendre compte qu'effectivement, elle met le point sur quelque chose ou il met le point sur quelque chose que je refusais de regarder, je refusais de voir, je restais dans le déni, mais finalement, il a peut-être raison. Et puis, ça peut aussi être dans l'autre sens, un homme qui met la pression à une femme, il met la pression à sa petite amie. Et du coup, est-ce que c'est de l'amour? C'est juste de l'obligation, de la pression? Est-ce que c'est déjà le début d'une relation peut-être à connotation toxique? On aime bien ce mot en 2025, toxique. Et donc ce problème peut survenir entre deux personnes. Et il est important de pouvoir être honnête. Voilà, moi je vais te parler d'honnêteté dans ce premier point. Donc si tu as peur de blesser l'autre et c'est pour ça que tu t'engages dans un mariage, sache que c'est une mauvaise raison. Tu dois d'abord te poser avec l'autre personne et parler de cœur à cœur, face à face, honnêtement, sincèrement. Et oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu blesseras. Ça ne fera pas plaisir à l'un ou à l'autre. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir qu'ils me disent on met une pause. J'ai pas compris sur le moment parce que j'étais venue à l'église parce qu'il me disait qu'on devait officialiser notre relation et pour ça, il fallait que je vienne à l'église, que je devienne chrétienne et que voilà, notre relation après serait mieux que sans avoir la validation de Dieu. Bon, moi, dans ma simplicité, peut-être dans ma stupidité aussi de fille, j'ai accepté. Et puis finalement, il m'a dit on fait une pause. Et donc je dis pas qu'il m'a piégée, mais on peut dire que finalement, les choses ne se sont pas passées comme on me l'avait présenté. Voici maintenant la deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas te marier. Parce qu'on t'a présenté une personne et qu'on t'a dit qu'elle était bien. En aucun cas, on se marie avec une personne parce qu'elle est bien. Et encore moins parce qu'on nous l'a présenté et qu'on nous a dit vous devriez vous fréquenter, vous devriez peut-être songer au mariage. Non, c'est pas comme ça. Encore une fois, vous savez, les mariages arrangés, les rencontres arrangées, c'est très rare que ça fonctionne. Vous savez, ça me fait penser à cette émission
mariés à tout prix ou mariés à l'aveugle, je sais plus c'est quoi l'histoire. Les mariés ne se connaissent pas, ils se rencontrent le jour du mariage et ils se découvrent. Oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle erreur surtout, parce que tu as peut-être, peu importe ce qu'on a pu te dire scientifiquement ou les statistiques scientifiquement, Dieu est au-delà de la science, est au-delà des statistiques et ça peut être complètement à côté de la plaque et c'est très rare que les gens qui ne se sont jamais rencontrés puissent réellement rester ensemble. Il y a peut-être une chance sur 10 que ça fonctionne, vous comprenez? Il doit y avoir une histoire dans une relation, il doit y avoir un commencement, il doit y avoir un cheminement, il doit y avoir des choses qui se sont développées, il doit y avoir clairement de l'amour. Parce que déjà, l'amour ne suffit pas forcément à garder des mariés ensemble ou un mariage uni. Alors imaginez si en plus ça a arrangé qu'il n'y a pas eu d'amour à la base ou qu'il n'y a pas eu d'histoire. Une rencontre, vous savez, je dis pas que ça doit ressembler à un film, mais chaque rencontre d'une femme et d'un homme, il y a une histoire à l'origine. C'est important. Et donc, on se marie pas parce que mon mentor, mon responsable, mon voisin, ma meilleure amie m'a fait rencontrer un mec et maintenant je me sens piégée, je me sens obligée pour rendre l'appareil de me mettre avec cette personne. Non, il doit y avoir quelque chose. On peut pas se marier par intérêt. On se marie pas non plus pour rendre service. On se marie pas non plus par pitié. Par pitié, mesdames, ne vous mettez jamais avec un homme ou une femme. Je parle aussi des hommes, du coup, par pitié. Ah, elle me fait pitié, je me mets avec elle. Ah, mais ça fait tellement longtemps qu'elle cherche un homme, ça fait tellement longtemps qu'elle veut se marier. Bon, bah, vas-y, je vais être cet homme. Non! On n'est pas là à rendre service, c'est à prendre au sérieux le mariage. Et donc, moi, je déconseille à quiconque de se marier pour rendre service. De se marier parce qu'un tel m'a dit que je devrais. Oui, mais les arguments, c'est que je ne vois pas. Les arguments, c'est que nous, extérieurement, on voit des choses, mais pas toi. Non, désolé, hein. Pour se marier, d'abord, nous-mêmes, on doit voir. D'abord, Dieu doit nous parler. D'abord, Dieu doit nous toucher. D'abord, Dieu doit nous montrer. Si Dieu ne te montre pas, si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne te touche pas, c'est pas à des personnes extérieures que Dieu va parler. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et donc, pour se mettre en couple, pour se mettre dans un engagement de mariage, c'est d'abord toi. Et donc, oui, si, c'est important d'avoir des sentiments, même si on sait que parfois les sentiments peuvent mentir ou que l'amour peut rendre aveugle. C'est pour ça, prudence, intelligence, et puis ne brûlons pas les étapes. Passons par toutes les étapes qu'un couple demande. On se rend compte, on est peut-être amis au départ, on s'apprécie et ça va pour un moment comme ça. Après, on rentre dans une saison peut-être, finalement, l'un ou l'autre va commencer à parler de ses sentiments. Est-ce que c'est partagé ou pas? Et si c'est partagé, eh ben, on avance dans la fréquentation. Et puis après, il y a ce désir de plus de fréquenter la personne, mais d'être, de vivre, de ne faire qu'un avec cette personne-là. Et c'est cette étape du mariage. Et on va passer au troisième point et pas des moindres, vous allez voir. On a deux groupes dans ce troisième point. On a le groupe des indépendants, on a le groupe des dépendants. Le groupe des indépendants, c'est souvent des gens qui ont finalement grandi dans une atmosphère familiale où les parents faisaient tout pour eux. Donc ils sont dépendants des parents, ils sont dépendants de ce qu'ils font pour eux, ils sont dépendants de tout. En fait, à la maman en général qui fait tout pour l'enfant ou le père peut-être pour sa fille. Et donc, une fois adultes, c'est des enfants qui vont être confrontés à la réalité. Et qui ne vont pas forcément vouloir être confrontés à la réalité et qui vont au maximum repousser cette réalité. Et donc, on a des hommes de 30 ans, 45, qui ont dépassé l'âge depuis longtemps d'être avec leur père ou leur mère, mais qui vont toujours dépendre de la maman ou de leurs parents et qui ne font rien tout seuls. Les papiers administratifs, c'est maman qui s'en charge. Aller à l'hôpital, c'est maman qui s'en charge. Prendre un rendez-vous, c'est maman qui s'en charge. Faire le ménage même dans sa chambre, c'est maman qui s'en charge toujours. Faire à manger, c'est maman qui s'en charge ou papa. Bref, c'est des enfants qui dépendent encore des parents et qui ne veulent pas grandir. Donc ça, en général, c'est vraiment une des mauvaises raisons. Ces gens-là, ils veulent se marier pour trouver un remplaçant. C'est la femme qui va remplacer maman, la femme qui va remplacer mes parents. Mais quand on se marie pas pour qu'une femme remplace maman ou papa. On se marie pour se compléter. On se marie pour faire les choses ensemble. On se marie parce qu'on va avoir une vision ensemble. On se marie parce qu'on veut faire qu'un.
Mais on veut surtout pas trouver une nourrice. On veut pas trouver une cuisinière, une femme de ménage qui va prendre le relais. Et donc, c'est pas pour rien qu'en France, on a sorti des films comme Les Tanguy, où on voit des scénarios où le gars, il a déjà, je sais pas combien de balais, il se comporte comme un adolescent. Ça, c'est parce que c'est un adolescent qui a refusé de grandir. Et on voit les parents qu'on en marre, qui veulent mettre leur enfant dehors. Bon, ça, c'est un esprit qui dépend. Il dépend des parents. Il pense qu'il peut pas vivre sans eux, qu'il peut rien faire sans eux. Alors qu'en réalité, t'es juste un petit peu paresseux. T'as juste pas confiance en toi. Ou tu ne crois pas que tu peux te débrouiller seul. Et ça, c'est important de faire très attention. Donc, on se marie pas avec un homme qui espère trouver une deuxième maman à travers sa femme. Parce que c'est pas son rôle. Et ensuite, on a ceux qui sont indépendants dans le sens où ils aiment leur liberté. Ils aiment la vie qu'ils ont réussi à avoir. Ils ont peut-être leur appartement, ils ont un taf qui les convient, ils peuvent manger à l'heure qu'ils veulent, rentrer à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent prévoir du jour au lendemain de partir en week-end ou partir chez un ami ou d'inviter des amis chez eux parce qu'ils sont dans cette phase d'indépendance. Et c'est très bien et c'est bien de se construire pendant son indépendance. Moi, j'étais indépendante très jeune puisque j'ai travaillé à 12 ans. Donc oui, l'indépendance, c'est important. Mais arrivé un moment, Dieu va frapper à ta porte et va te dire ton petit monde d'égoïste, ton petit monde centré sur toi, stop. Il va falloir que tu apprennes à donner tout ce que je t'ai donné à une autre personne. Il va falloir que tu passes de cette phase je suis solo, je m'occupe que de moi à t'occuper de quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre, échanger avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi permettre à une autre personne de mettre le point sur tes zones d'ombre aussi. Parce que c'est vrai que le faire aiguise le faire. Et le fait d'être lié à une autre personne, d'être en relation avec une autre personne, ça permet aussi de mettre en avant nos défauts, de mettre en avant ce qui n'est pas bon chez nous. Tant qu'on est seul, tant qu'on est solo, tant qu'on est célibataire, effectivement, il n'y a personne qui vient nous embêter avec nos défauts. Parce qu'on vit avec nous-mêmes. Donc, en général, nos propres défauts à nous-mêmes ne nous dérangent pas. Mais lorsqu'on est confronté à une personne et que peut-être la personne n'a pas eu la même éducation, le même mindset, la même façon de voir la vie, là soudainement, le fait d'être confronté à ça, ça peut révéler et mettre à jour ces zones d'ombre. Et finalement, on va être obligé de les travailler. On va être obligé de faire quelque chose avec pour les améliorer. Et c'est ça le but d'un mariage aussi. C'est ça le but d'une relation. Et donc, c'est ces deux groupes-là qui sont très présents et surtout, il faut faire attention. Ne pas se marier à quelqu'un qui veut rester célibataire, même marié. Et ne pas se marier à quelqu'un qui va être dépendant d'eux. Parce que c'est un risque que vous soyez finalement plus une nourrice qu'une femme. Que vous soyez plus une nourrice qu'autre chose, en fait. Et le mariage, on n'est pas là pour être une nourrice. Là, je parle pour les femmes. Et pareil pour les hommes, vous n'êtes pas là pour être une nourrice pour votre femme. Bien au contraire. Ça va être une fusion, ça va être un mélange de deux mondes, de deux personnes qui vont se compléter, qui vont fusionner, qui vont s'aider, qui vont s'élever, qui vont s'aimer. Alors oui, ça peut faire peur de prendre son indépendance pour la première fois, parce qu'il faut s'affirmer, il faut avoir confiance à la vie, il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en soi. On peut perdre un peu pied parce que on n'a jamais appris, en tout cas pour ceux qui n'ont pas voulu, appris comment faire. Mais une fois qu'on est confronté à la nécessité d'assumer ses responsabilités, dont tu n'avais peut-être pas conscience avant ou tu te souciais pas auparavant, normalement, tu vas quand même réussir à t'en sortir. C'est la vie, c'est ce qu'on appelle la vie. Maintenant, quelqu'un qui redoute l'indépendance, forcément, il n'est pas prêt à se marier. Un mariage réussi exige un mari et une femme, tous deux capables et confortables avec l'idée d'être indépendants. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à ces enfants à trouver leur place en fait dans ce monde. D'apprendre à nos enfants à penser ou à agir par eux-mêmes. Et ne plus voir nos enfants qui commencent à avoir 20 ans, 25, 30 ans, 40, et peut-être plus, j'en sais rien, mais à les considérer encore comme des bébés. Non, c'est fini, ils sont grands.
On peut plus leur parler comme si oui, je vais faire tout pour toi. Et il y a beaucoup de mamans qui aiment bien justement tenir leurs enfants comme ça chez eux, en faisant tout pour eux indéfiniment. Mais en réalité, on les aide pas. On doit les pousser un peu. On doit les pousser à prendre leurs responsabilités, pousser à grandir, pousser à rentrer dans la vie d'adulte pour justement ils puissent se positionner, apprendre à prendre des décisions et leurs responsabilités.